Au plaisir d'être avec vous pour cette grande édition de nos informations, dont voici les principales articulations. Le ministre directeur de cabinet de la présidente de la République était ce samedi sur le site devant abriter le centre de loisirs de la Camaïenne. Sur le terrain, il a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase des travaux. 2 milliards de francs guinéens, c'est le montant que le chef de l'État vient d'accorder aux entrepreneurs locaux de la baie. Ce fonds permettra de concevoir des équipements agricoles. La première édition de la gastronomie guinéenne vient de se tenir à Conakry. C'est une initiative de l'ONG des cultures et fiertés guinéennes. Les échos, c'est à suivre dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à la télévision nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement poursuit sa tournée dans la région administrative de Boké. Hier, Dr Bernard Goumou a successivement visité les travaux de construction des voiries de Boké, les travaux d'entretien mécanisé et de bitumage de la route Boké-Kamfarandé, Almami Kobele Keita, Kabasouma et Hadi Kamara. La construction des voiries urbaines se trouve au cœur de toute stratégie de développement que le CNRD met en place pour soulager les populations. D'où le séjour de travail du Premier ministre à Kakandé. Dr Bernard Goumou a successivement visité le chantier de réhabilitation des voiries de Boké d'une longueur de 18,5 km, les travaux d'entretien mécanisé et de bitumage de la route Boké-Kamfarandé, le chantier de la route de contournement de Boké et le chantier de construction du centre d'hémodialyse à l'hôpital de Boké. Le constat est qu'aujourd'hui, les travaux sont à l'arrêt, mais toutes les dispositions sont prises pour une reprise dans les meilleurs délais des travaux au niveau de la voirie de Boké. Comme vous le savez, il s'agit d'environ 18 km de voirie urbaine. Les travaux n'ont pas du tout été à la hauteur des attentes, mais avec l'entreprise qui est chargée de réaliser les travaux et la mission de contrôle, nous sommes en phase aujourd'hui de mettre en place une équipe qui va tout de suite se mobiliser pour que les travaux au niveau de la voirie se réalisent dans les meilleurs délais ou dans les meilleurs jours, s'il faut le dire. Peu avant, le Premier ministre s'était rendu au centre artisanal de Boké, en compagnie du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat Alpha Souma. Le chef du gouvernement a insisté sur la réhabilitation des infrastructures et leur équipement. Dans la même enceinte, le musée de Boké, le bâtiment construit au temps colonial, garde encore un pan de l'histoire de Kakandé. Le musée de Boké est un musée ethnographique. Il est historique, il est culturel. Il est créé en 1974, abritant un bâtiment historique datant de 1878. Il est compartimenté de la sorte. À l'étage, vous avez les archives administratives et civiles. En bas, vers la gauche, il y a des œuvres ethniques qui décrivent les mœurs et les cultures des ethnies de Boké. À droite, vous avez le portrait des personnalités qui ont marqué l'histoire sur le plan international à travers les événements et des actions vécues. Derrière, vous avez la cave esclavière, là où on incarcerait les prisonniers pour les déporter vers le quai négrier où les bateaux les attendaient pour le commerce triangulaire. Sur les différents chantiers ouverts, le Premier ministre échange avec les responsables des sociétés pour comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Avec sa capacité d'écoute, doublée de pragmatisme reconnu, Dr Bernard Goumou envisage des mesures pour accélérer la reprise des travaux en cours. Toujours dans sa tournée dans la région administrative de Boké, Dr Bernard Goumou a également visité successivement les travaux de construction de la route Boké-Beko de 135 km et les travaux de reprofilage de la route Sangaré-Télimélé. Avant de boucler cette journée, il a visité l'entrepôt des produits pharmaceutiques Almami Kobele Keita, Kabasouma et Hadi Kamara. Très tôt ce dimanche matin, Dr Bernard Goumou et sa suite
prennent la direction des chantiers de construction de la route Boké-Kébo de 135 km dans la commune urbaine. Ils veulent constater de visu l'état d'avancement des travaux, le taux d'exécution, la qualité des ouvrages, l'évolution physique et financière et l'impact des projets sur les populations qui deviennent de plus en plus exigeantes. C'est pourquoi Dr Bernard Goumou retrousse vite les manches pour concrétiser l'entreprise de la refondation prônée par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Ici, nous sommes à Hafia 2, district de Tchankoum, dans la sous-préfecture de Sangaredi, pour visiter les travaux de reprofilage et d'entretien de la route Sangaredi-Télémélé de 147 km. Les travaux vont durer 12 mois et exécutés par la Guinéenne d'entreprise. C'est un niveau d'avancement qui est satisfaisant parce que l'entreprise a mobilisé beaucoup d'engins, beaucoup d'équipements. Le personnel est sur place. Il y a une partie qui est déjà dégagée et le travail va se poursuivre. Donc c'est un motif de satisfaction et nous pensons que si les travaux sont réalisés conformément au cahier des charges, nous aurons rapidement une route qui est dégagée et qui est praticable. Il faut le rappeler, il s'agit d'une route qui est extrêmement importante parce que c'est une route qui est très stratégique. Elle permet de renforcer, d'améliorer la fluidité, la mobilité, le transport des personnes et des biens. C'est une route qui permet de relier les deux régions, la région administrative de Kindia et la région administrative de Labé. Donc il s'agit d'une zone où il y a une forte production agricole mais aussi minière. Donc la réalisation de cette route permettra vraiment de désenclaver une grande production agricole, mais aussi de faciliter l'exploitation, la production minière dans la zone. La population de Sangaredi exprime son adhésion indéfectible aux idées de paix et de progrès prônés par le CNRD. Le acte magnanime du CNRD et de son gouvernement, tant sollicité par les collectivités de Télémélé, est un ouf de soulagement pour toutes les populations riveraines qui me chargent de vous dire qu'elles vous accompagneront pendant toute la durée de la transition. À travers vous, nos remerciements vont à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour les multiples actions de développement socio-économique qu'il est en train de faire depuis le 5 septembre 2021. Pour le chef du gouvernement, au-delà de la tenue des élections, il faut entreprendre des actions de développement allant dans le sens de l'amélioration du vécu du Guinéen. Le chef de l'État demande une seule chose, il faut qu'il y ait la paix. Parce que quand il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Sangaredi est une zone minière, l'argent n'aime pas le bruit. Il faut qu'il y ait la paix ici. C'est par ça qu'on peut faire le développement. Il y a eu des assises partout. Même ici à Sangaredi, les gens sont venus pour les assises nationales. Donc ces derniers-là vont venir ici pour pouvoir expliquer le contenu et le rapport de ces assises. Il y a eu aussi le dialogue inclusif interguinéen. Donc ceux aussi vont venir pour expliquer le contenu du rapport et les accords que nous avons eu avec la CEDEAO. Donc avec la CEDEAO, on a eu un accord de 24 mois pour la transition. Mais le colonel Mamadi Doumbouya a deux objectifs pour cette transition. Un, pour jeter les bases du développement infrastructurel de la Guinée et se battre pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dr Bernard Goumou visite également le nouveau magasin de stockage des produits pharmaceutiques de Boké. Il pose des questions qui touchent la gestion et les spécificités contractuelles. L'approvisionnement, c'est simple. Une fois que nous recevons les commandes des structures sanitaires, on analyse les bons de commande des différentes structures sanitaires et nous, à notre tour, on adresse la commande au nouveau central pour l'analyse. Et déjà, on a un camion déjà qui est affecté à la région. Une fois que nous sommes appelés par le nouveau central, que la commande est déjà prête, on envoie le camion pour chercher notre dotation. C'est un chantier qui a été amorcé à partir du 2 octobre dernier, qui concerne la construction d'un grand dépôt pharmaceutique, je dirais le plus grand de la République, après Conakry bien sûr. Et à moins de 3 mois, comme vous le constatez, le grand magasin, le dépôt est complètement fini presque. Aujourd'hui, il y a même des produits pharmaceutiques qui sont là-dedans. Donc, le gouvernement a mis des gros sous pour que la fermeture des officines clandestines ne soit pas perçue comme un sabotage ou que nous ne perturbons pas les populations. Avec ce dépôt, aujourd'hui, nous avons presque tous les médicaments essentiels qui sont au niveau de la région de Boké.
Fini donc les chantiers interminables et les avenants abusifs. Ces visites seront un moins de pression sur les entreprises pour le respect des délais contractuels. Demain lundi, Dr Bernard Goumou sera l'hôte de Bofa et de Fria pour l'inauguration des infrastructures conformément aux orientations du chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. La connexion entre les communes rurales de Massando et Signardo est désormais rétablie. C'est une route communautaire située dans la sous-préfecture de Banankoro, préfecture de Kirwane. Le tronçon est rétabli et réhabilité par la société SWR International engagée à améliorer des conditions de vie des communautés impactées par ces exploitations. Yamokaba. Sendo Massando, un district de Banankoro, zone diamantifère. De nouveau, cette commune rurale est reliée à Signardou, une autre localité importante de la savane guinéenne. En tout, 4 km de routes communautaires sont réhabilités pour permettre de réemprunter ce axe, autrefois impraticable. Nous sommes très contents de leur octroi parce que cette route, c'est une ancienne route de Banankoro au carrefour Kissidou. Donc, et nous leur demandons toujours de nous accorder les 60 km que ma population a demandé. D'ici Banankoro, la route était très mauvaise, surtout quand il s'agit d'accompagner une femme enceinte avant l'accouchement. Aujourd'hui, Dieu merci. Ces deux villages sont des zones d'intervention de la société SWR International et sa filiale Office Massarla. En accord avec ses promesses, l'entreprise respecte sa responsabilité pour faciliter la mobilité des communautés impactées par ces exploitations. C'est dans le souci de l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines, le PDG de la société SWR International, Office de Banankoro, nous a instruit de reprofiler la route qui lie les deux villages, Massando et Signardou. Le coût, c'est 55 millions de francs guinéens. Pour la société SWR International et sa filiale Office Massarla, investir dans la réhabilitation des voies communautaires est une priorité. Ce projet d'urgence vient ainsi relancer les activités commerciales entre Kerewane, Banankoro et Kissidou. Quelques mois après le lancement des travaux d'aménagement de la plage de la Kamaïne, une délégation présidentielle a été conduite le samedi sur le site par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Entouré des ministres et acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet, le ministre directeur de cabinet a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase du chantier de cette initiative présidentielle. Adjudant Boubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Autrefois appelée Chakawaka, la plage de la Kamaïne change progressivement de visage. Située sur la corniche sud, ce centre de loisirs est en train d'être réalisé grâce à la volonté politique des autorités de la transition. Après le lancement officiel des travaux de la première phase de ce projet, une forte délégation présidentielle était ce samedi sur les lieux. À sa tête, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Diba Diakité, a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase du chantier, une occasion solennelle mise à profit par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Gaka Sidibé, de réitérer la détermination du CNRD et de son président de doter la Guinée d'espaces de loisirs répondant aux normes standards. Comme vous l'avez constaté, nous venons de lancer la deuxième phase du projet qui concerne un bloc administratif, des restaurants sur pilotis, une plage, une marina pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. Voir aujourd'hui qu'il y a quand même une volonté politique manifeste du chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, de tout le gouvernement entier pour que vraiment ces projets d'initiative présidentielle soient une réalité aujourd'hui pour toute la population guinéenne. Aussi, ce que nous pouvons dire à toute la jeunesse de Kamaïenne, de Dixine et autres, c'est de croire en ces types d'initiatives. C'est fait pour eux, c'est pourquoi ils sont là aujourd'hui. Nous sommes très honorés de venir sur la plage de Kamaïenne et de voir le monde en fait profiter de cette initiative. Réalisée par l'Office national des loisirs ONL,
Cette deuxième partie du projet d'aménagement de la plage de la Kamayenne est consacrée à l'extension. Sur ce site est prévue la construction de plusieurs infrastructures dans un délai record de 2 mois maximum. En général, quand il y a une volonté politique et les Russes sont disponibles, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne peut pas y arriver. Donc c'est dans ce contexte qu'on travaille aujourd'hui. Donc avec l'engagement des différentes parties prenantes et la volonté de tout un chacun, on y arrivera avec des ouvrages de qualité et qui seront livrés pour faire au bénéfice de toutes nos populations, conformément à la vision du chef de l'État. Il y a une vision politique et une volonté politique en même temps, avec un engagement citoyen, c'est ce qui fait que nous voyons ce résultat. Si hier on se disait que c'était impossible, aujourd'hui, en 2 semaines, nous avons pu sortir cette infrastructure de terre. Je veux parler de cette première phase. Donc les 2 mois seront respectés et les entreprises sont engagées. C'est de dire au peuple de Guinée qu'ils peuvent compter sur nous, ils peuvent avoir confiance au CNRD, au gouvernement. Véritable pôle d'attraction depuis son ouverture, la plage de la Kamayenne draine tous les jours une foule multigénérationnelle. Venus des 4 coins de Conakry et d'ailleurs, les clients témoignent de leur satisfaction et saluent cette initiative présidentielle. C'est vraiment un sentiment de satisfaction et de remerciement. Pour les autorités qui ont pensé vraiment à mettre ce projet en place. Le projet d'aménagement du centre de loisirs de la plage de la Kamayenne évolue à la satisfaction des autorités. Cela grâce à une synergie d'action des acteurs impliqués dans la gestion et la réalisation du dit projet. Disons que l'avènement du CNRD au pouvoir a permis aux différents départements ministériels de se doter d'infrastructures dignes de ce nom. La direction du contrôle des marchés publics a été inaugurée cette semaine par le président de la transition, chef de l'État. L'infrastructure comporte 64 bureaux. Elle est réalisée dans les normes et exigences requises assignées à l'entreprise Société Générale FELA. Mohamed Yansane et Mohamed Lamine Kamara. C'est un bâtiment flambant neuf qui vient allonger la liste des infrastructures en cours de réalisation sous l'ère CNRD. L'édifice abrite désormais la Direction générale des marchés publics. L'immeuble présente un plan architectural R+4 et comporte au total 64 bureaux et plusieurs compartiments comme des salles de réunion et des archives. Un ouf de soulagement pour la direction générale après plusieurs années d'attente. Avec l'impulsion de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons mis en place un planning d'exécution rapproché avec un système de suivi qui a permis d'avoir ce beau flambeau, ce beau bâtiment que vous avez vu derrière vous, qui est fait avec les qualités requises, avec une expertise particulière. Et nous sommes satisfaits des travaux que l'entreprise Sogefel a réalisés. Pour la qualité des ouvrages, nous nous en réjouissons et nous allons le garder comme un bon bijou. L'infrastructure respecte les cahiers des charges assignés à l'entreprise Sogefel. Une raison de plus que le CNRD et le gouvernement font de la main-d'œuvre locale une priorité. Je remercie le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Sogefel, fidèle à ses engagements à construire la direction du marché public dans les règles de l'art. Je voulais remercier aussi mes équipes techniques. Un bâtiment de R+4 qui sera divisé entre la direction des marchés publics, le portefeuille de l'État et une autre institution du ministère de l'Économie et des Finances. Donc c'est un projet qui a été franchement à long terme, mais qui a pu voir la fin grâce aux efforts du président de la transition. Forte de son expérience de plus de 20 ans dans le BTP, la Société Générale FELA contribue activement dans le développement socio-économique de la Guinée à travers la construction de plusieurs bâtiments administratifs. Direction l'Abbé pour parler de cet accompagnement du président de la transition en faveur des entrepreneurs locaux. Il vient de leur accorder un fonds revolving de plus de 2 milliards de francs guinéens avec un taux de remboursement de 0% à l'entreprise FAPEL à travers le ministère de l'Agriculture. Un fonds qui devrait permettre à l'entreprise de concevoir des équipements d'irrigation. Abdoulaye Diallo commente les images de Sarafidine Diallo. Dans son combat permanent d'accompagner les paysans et les entrepreneurs guinéens, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, vient d'accorder un montant revolving de 2 milliards 500 millions de francs guinéens avec un taux de remboursement de 0% à l'entreprise FAPEL Guinée. Cette action s'inscrit au compte du Fonds de développement agricole
à travers le ministère de l'Agriculture. Avec ce montant, l'entreprise FAPEL Guinée compte améliorer sa production au bénéfice des populations du monde agricole. Et grâce à l'appui du Fonds de développement agricole du ministère de l'Agriculture, avec l'esprit de clairvoyance du président de la République, nous a appuyé pour la production de 1000 aspergeurs afin d'aider les paysans à avoir un outil efficace d'irrigation à toute saison. Donc cet appui aujourd'hui nous permet non seulement de toucher toutes les préfectures de la Guinée et aussi former des jeunes, créer beaucoup d'emplois. C'est la reconnaissance et le remerciement à l'égard de Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir aider le Fouta à s'en sortir dans le domaine de l'agriculture, mais de la Guinée tout entière. Dans ces perspectives, 2 innovations remarquables seront mises sur le marché guinéen. Ce sont des aspirateurs montés sur chariot et des machines de transformation des produits locaux comme la mangue, l'orange et autres en jus. Si on ne maîtrise pas l'eau, on ne gagne pas. Le rendement va baisser. C'est pourquoi l'irrigation avec les espèces là, il est important, il a beaucoup d'utilité. Parce que ça réduit le coût d'investissement à l'hectare, en main-d'œuvre, en carburant d'irrigation et en utilisation des matériaux. Cette initiative devrait non seulement contribuer à réduire le taux de chômage avec la création d'emplois, mais aussi valoriser la compétence locale. Protection de l'environnement présent, ils sont en première ligne dans la lutte contre les crimes causés à la dame nature. Les conservateurs de la nature bénéficient actuellement d'une série de formations dans plusieurs domaines liés aux défis environnementaux. Le projet est porté par le département de tutelle. On en sait plus avec Mamadou Alpha Baldé. Chaque année, la Guinée perd plus de 30 000 hectares de forêt et le braconnage est enregistré dans plusieurs localités. Sur le terrain, la formation et la représentativité du corps des conservateurs de la nature fait débat. Pour améliorer l'efficacité des agents dans la lutte contre la criminalité faunique et floristique, des séances de remise à niveau sont organisées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et ça permet d'outiller les conservateurs de la nature sur les outils de gestion durable des forêts, mais aussi de lutter contre toute forme de criminalité liée aux espèces sauvages. Nous attendons des participants l'élaboration ou d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la lutte contre la criminalité faunique en Guinée. Les conservateurs, les inspecteurs et les chefs d'unité de lutte contre la criminalité faunique et floristique doivent renforcer leurs agents dans le travail. Tout ce qu'ils ont appris ici, ils doivent restituer là-bas. À la faveur de cette rencontre, les participants bénéficient de nouvelles connaissances leur permettant de poursuivre devant les juridictions d'éventuels délits. Cela viendra en renfort pour les gens de pouvoir non seulement identifier les infractions, poursuivre les infractions, arrêter les coupables, conduire à la justice, mais cela suivre au niveau de la justice jusqu'à la condamnation. Ils seront outillés à produire des procès-verbaux de qualité pour permettre aux juridictions vraiment de donner suite à des poursuites et que des sanctions exemplaires soient prises contre tous ceux-là qui commettront ces infractions. La professionnalisation des agents du corps des conservateurs de la nature est une étape indispensable dans la protection efficace des écosystèmes. Le département en charge de l'enseignement supérieur en ordre de bataille pour se doter d'une politique nationale de recherche scientifique. Avec un pool d'experts, les acteurs du supérieur se concertent pour la validation des résultats de collecte des données sur la recherche et l'innovation en Guinée. Mounir Bari nous fait le point. Le compte à rebours pour l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de l'innovation est lancé. Depuis le 19 octobre 2022, les autorités s'activent pour l'inventaire et la cartographie des structures de recherche à travers le pays.
Avec un pool d'experts étrangers guinéens, la question est en débat à Conakry. On est les 79 pays membres de l'OACP en Afrique, Caraïbes et Pacifique à améliorer leur potentiel et libérer leur potentiel d'innovation. C'est dans ce cadre qu'on a commencé à travailler avec les ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour formuler des recommandations basées sur des données probantes pour la formulation d'une politique de recherche et innovation. Nous allons tenir compte de ces marqueurs que nous venons de voir. Donc, par exemple, la situation au niveau de la faiblesse du financement des institutions de recherche scientifique, la faiblesse au niveau du personnel qui ont une compétence ou les diplômes requis comme le doctorat ou la maîtrise pour pouvoir accompagner la recherche scientifique et mettre en valeur au fait les innovations et le transfert technologique dans ce pays. L'objectif de cette restitution est la validation des résultats issus de la collecte effectuée sur le terrain. Cet échantillon vient nous prouver à suffisance qu'il faut une politique commune dans le cadre de la recherche et de l'innovation, l'orientation gouvernementale par rapport à la recherche et l'innovation et surtout un plan stratégique décennal qui sera sorti justement de ces travaux d'élaboration de la politique nationale de la recherche et de l'innovation. L'élaboration de cette politique nationale de la recherche scientifique et l'innovation, qui est une première en Guinée, servira de bréviaire dans le cadre de la planification et l'élaboration des politiques publiques. Comment améliorer le rendement scolaire pour un bon résultat aux examens nationaux? La question est prise au sérieux par le département de tutelle. Depuis la reprise des cours, plusieurs mesures voient le jour, notamment la formation des formateurs. Plus de 2000 enseignants renforcent leurs capacités en mathématiques et français. Plus de détails avec Abdul Aziz Baldé. Après la région de Conakry, l'inspection générale de l'éducation s'imprègne du niveau d'avancement de la formation des formateurs à l'intérieur du pays. Mais avant d'accéder à la salle, la délégation est accueillie par les élèves munis de balais dans le cadre de la journée d'assainissement initiée par les autorités de la transition. Ici à Dubreka, une vingtaine d'enseignants de l'élémentaire est à l'écoute des formateurs sur des notions techniques et pédagogiques. Cette formation, c'est une opportunité pour nous, les enseignants, parce que ça vient combler ici des lacunes que nous rencontrons souvent dans nos pratiques de classe en mathématiques et en français. Après Dubreka, Mourla Yatara et ses collaborateurs sont à Koya pour le même constat. Après un bref entretien avec les autorités locales, l'équipe se rend dans un centre pour échanger avec ses enseignants. L'enjeu de ces nouvelles initiatives est de qualifier le système éducatif guinéen. On sait qu'à l'école primaire, le dogme sacral saint, c'est la lecture, l'écriture et le calcul. Et aujourd'hui, cette formation-là est en train de se faire pour non seulement la formation continue des enseignants, pour relever le niveau des enseignants, pour que les apprenants vraiment aient une formation de base. Les deux préfectures visitées, les constats sont positifs. Je leur ai dit que sans relâche, ils vont suivre la formation conformément aux instructions données par le département. Ces différents programmes de remise à niveau est une initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Pour cette phase, 2400 enseignants venus des écoles publiques et privées des CE1 et CE2 sont outillés en français et calcul écrit. Le programme des Nations Unies pour le développement offre des équipements et matériels en guise d'appui au ministère en charge de l'énergie. Il s'agit d'améliorer la desserte en électricité. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Notre reporter Nabi Kamara était aussi de la partie. Suivez son reportage. Les institutions partenaires de la Guinée sont unanimes à reconnaître que le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures est de très haute importance. C'est en cela que le PNUD, comme toujours d'ailleurs, a accompagné ce département. Cette fois-ci, cette institution onusienne lui apporte des matériels et équipements en guise de soutien à son plan d'électrification de notre pays, la Guinée. Monsieur le ministre, je profite de cette occasion pour vous transmettre un certain nombre d'équipements, des drones, des équipements aussi informatiques, etc., et des logiciels stratégiques, et puis aussi des équipements qui permettront à vos services,
qui sont pleinement mobilisés d'accompagner les grands chantiers du PAGIR pour la gestion intégrée des ressources en eau, pour l'électrification rurale, pour l'innovation dans ces grands secteurs. Un véritable ouf de soulagement pour le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures qui estime que ce geste n'est qu'un début. On remercie, je dis, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, au nom du Premier ministre, tout le gouvernement guinéen, remercier le PNUD pour cet appui. Je pense que ça ne va pas se limiter à ça. C'est juste que c'est un programme qui continue et nous allons aussi profiter ici de façon solennelle pour demander au PNUD qu'on a besoin de renforcer la capacité de nos cadres pour que ceux qui sont là les plus jeunes puissent non seulement profiter des expérimentés qui sont partis, mais aussi puissent renforcer leurs capacités, occuper les postes de façon vraiment conséquente. Des belles initiatives pour le plus grand bien des travailleurs du département en charge de l'énergie. Des jeunes des préfectures de Pita, d'Alaba et Mamou bénéficient du soutien du FONIGE. Âgés de moins de 35 ans, ces jeunes porteurs de projets innovants en conduite moto, couturiers et autres petits métiers seront accompagnés pour leur insertion socio-professionnelle. Alpha Isiagaba. Le Fonds national pour l'insertion des jeunes donne du sourire aux jeunes leaders de Mamou, d'Alaba et Pita. Au total, 24 jeunes porteurs de projets innovants sont accompagnés par le FONIGE. Parmi eux, la coiffeuse Marie Haba, la trentaine reçoit un chèque de 5 millions de francs guinéens pour booster ses activités. Je remercie le ministre de la Jeunesse. Vraiment, je suis très content de vous. Ça me donne le courage de plus de prendre mon travail dans les deux mains. La réinsertion des jeunes et des jeunes filles plus particulièrement, c'est vraiment une priorité de ce gouvernement. C'est un impulse que le président de la transition a voulu nous donner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on soutient cette dame par rapport au travail qu'elle fait ici. Et aujourd'hui, évidemment, nous, derrière, à travers le FONIGE notamment, on va soutenir madame, effectivement, pour pouvoir l'encourager encore de plus, pour pouvoir accompagner ces jeunes filles. D'autres jeunes porteurs de projets aussi ont bénéficié de matériel de travail. Il s'agit d'engins roulants, des machines à coudre, des motopompes entre autres. Le fonds est revolving, donc il est remboursable. Il n'y avait pas que des jeunes instruits, il y a des jeunes déscolarisés qui ont eu des métiers et qui aident à réinsérer les jeunes. Donc c'est pourquoi nous sommes à Mamou pour que nous puissions venir procéder à la remise des matériels, équipements et fonds alloués aux projets identifiés et approuvés par le FONIGE. Ces jeunes bénéficiaires d'accompagnement de Mamou, d'Alaba et Pita avaient été détectés lors de la récente immersion de la Direction générale du Fonds national pour l'insertion des jeunes FONIGE dans les préfectures du pays. C'est parti pour la campagne nationale de commercialisation 2023 des métaux ferreux usés et non ferreux, une campagne qui arrive dans un contexte de renouveau pour la filière dont les acteurs n'exportaient plus de 3 ans. Le secteur est doté désormais d'une seule fédération fêtière et le ministère du Commerce, Industrie et PME veille au respect des lois et règles régissant le secteur. Abdul Karim Kamara, reportage. À Conakry, voici l'un des 12 centres de tri des métaux ferreux usés et non ferreux. Après 3 ans de traversée du désert, les acteurs de la filière renouent avec l'exportation. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, les industries sont suffisamment approvisionnées. C'est dans ce contexte qu'intervient la campagne 2023 de commercialisation de ces métaux. Avec le ministère du Commerce, nous parvenons aujourd'hui à assister à ce lancement. Vraiment, je dirais que c'est un sentiment de réconfort. C'est salutaire et j'encourage cette activité et les acteurs à prendre conscience, à se rendre compte de leur état pour que le Guinéen puisse vivre de son métier. La campagne de cette année est placée sous le thème « Contribution du secteur de la ferraille à la création d'emplois et de richesses en Guinée ». Pour cela, le respect des lois et règles qui régissent désormais les activités de la filière est plus que jamais nécessaire. Effectivement, il faut que les responsabilités soient situées. Par exemple, n'est pas collecteur qui le veut, c'est aussi nous permettre justement de maîtriser en temps réel les statistiques des métaux usés ferrés et non ferrés à destination des autres pays, mais aussi effectivement la quantité qui rentre
dans la transformation. Nous sommes très fiers aujourd'hui que cette activité trouve du chemin. Au jour d'aujourd'hui, ils se sont réunis en fédération, donc ça nous fait du bien. Nous sommes toujours là à leur côté, à se mettre en règle du point de vue documents administratifs, législatifs, aux facilités d'accès au marché en ce qui concerne l'exportation, et aussi aux négociations avec l'industrie sur place pour un meilleur traitement. À ce jour, en Guinée, l'exportation de la ferraille est assurée par 12 sociétés. La fédération demande à l'État la création de 2 autres centres de tri équipés de pompes bascules pour une meilleure gestion de la ferraille. Rendons-nous maintenant en Allemagne où un gala d'affaires se tient. C'est une initiative de la Chambre de commerce, l'industrie et l'artisanat de la Guinée en Allemagne. Cet événement annuel vise à vendre les opportunités qu'offre notre pays dans le domaine économique. Aboubakar Junior Camara pour en savoir plus. Vulgariser les opportunités qu'offre la Guinée dans le domaine économique est l'objectif de ce gala annuel organisé par la Chambre de commerce de l'industrie et d'artisanat de Guinée en Allemagne. En collaboration avec le Bureau de consultants international de Guinée, ces hommes d'affaires entendent vendre l'image de la Guinée dans le monde des affaires. Le but ici, c'est d'attirer les investisseurs allemands vers la Guinée, les investisseurs européens vers la Guinée, vendre la bonne image de la Guinée à l'étranger, parce que nous avons besoin. La Guinée, c'est un pays de merveille, c'est un bon pays. Nous soutenons cette nouvelle autorité. Et notre honneur et notre grand jouet de soutenir les efforts pour motiver les investisseurs allemands, surtout, de faire sous engagement en la belle Guinée qui a besoin de l'aide des Allemands, et nous sommes heureux de faire partie de ce mouvement. Ce gala d'affaires donne l'opportunité aux organisateurs de décerner des satisfecits aux personnalités qui se sont illustrées dans le monde des affaires au courant de l'année qui s'achève. Notre objectif ici n'est pas seulement la représentation diplomatique, mais c'est une manière de mobiliser autant que nous le pourrons la communauté guinéenne, et défendre ses intérêts, mais aussi aller vers les bailleurs de fonds, aller vers tous ceux qui peuvent ou qui ont la volonté d'aller investir chez nous. Une stabilité sociale et l'environnement propice aux affaires. C'est pourquoi ces hommes d'entreprise comptent s'impliquer dans le processus d'une transition apaisée en Guinée. Le 6 février de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale Tolérance Zéro aux mutilations génitales féminines. Pour l'édition 2023, cette célébration est placée sous le thème « S'associer aux hommes et aux garçons pour transformer les normes sociales et de genre afin de mettre fin au MGF ». L'occasion est saisie par la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de faire une déclaration qui a commenté par Mohamed De Camara. La pratique des mutilations génitales féminines touche environ 200 millions de femmes et de filles dans le monde. Selon beaucoup de spécialistes en santé féminine, cette pratique traditionnelle néfaste constitue une atteinte grave à l'intégrité physique et morale des femmes. En Guinée, les statistiques de l'enquête démographique et de santé EDS de 2018 rapportent une prévalence de 94,5% des MGF chez les filles et femmes de 15 à 49 ans et 39% chez les filles de 0 à 14 ans. Comparativement à l'enquête de 2012, l'on note une baisse de la prévalence de 2,5% pour la première tranche et de 6,5% pour la seconde. Cette baisse plutôt encourageante, mais loin d'atteindre les objectifs du plan stratégique national, doit être poursuivie par l'accroissement des investissements, y compris le renforcement de l'engagement des hommes et des garçons pour modifier le schéma de comportement social vis-à-vis de la pratique des mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont fournis par l'État et ses partenaires pour assurer la dynamique de la promotion de l'abandon des MGF dans le pays. La signature le 15 décembre 2021
de 2 documents marquant l'engagement du gouvernement en faveur de la protection des femmes et des enfants contre toute forme de violence à leur égard vient imprimer un nouvel élan dans la dynamique d'abandon des mutilations génitales féminines en République de Guinée. La célébration le 6 février, qui sera lancée demain, va s'étendre jusqu'au 18 février. Elle offrira aux départements et aux partenaires l'opportunité de réaliser des activités de mobilisation sociale sur toute l'étendue du territoire national. L'art culinaire cherche à se positionner à l'international, un combat qui passe d'abord par la valorisation à l'échelle locale. C'est dans cette ambition que s'est tenue la première édition de la fête de la gastronomie guinéenne dénommée la Guinée-Kouri, une initiative de l'ONG des cultures et fiertés guinéennes. Notre reporter Fodé Camara a profité de cet événement pour savourer les plats des 4 régions naturelles. Suivez. Avec ses 245 857 km² répartis en 4 régions naturelles, la République de Guinée est un pays à la culture culinaire riche et variée. Là-dessus, à chaque région, sa spécificité. Du Tombogui, du sud du pays, au Maraoulani, de la Basse-Côte, en passant par l'Oto, de la Savane, ou le Lakiri et le Dapa des plateaux foutaniens. Rien de mieux qu'un plat du pays bien garni pour partager ce savoir-faire ancestral avec le reste du monde. Ça m'a motivé de venir voir cet événement qu'on appelle la Guinée-Kouri. Franchement, ça m'a beaucoup inspiré et j'ai beaucoup apprécié parce que déjà, ça fait partie de la fierté guinéenne. Sous d'autres cieux, la gastronomie occupe une place prépondérante dans le développement du tourisme. La cuisine est un facteur de rayonnement valorisé par l'ONG Culture et Fierté Guinéenne qui vient d'organiser la première édition de la fête de la gastronomie guinéenne. La gastronomie fait partie de l'identité culturelle guinéenne. Le tourisme culinaire qui existe, que beaucoup ignorent. Les étrangers, les touristes, quand ils descendent dans les hôtels, ils aimeraient bien manger nos plats, ils aimeraient être dépaysés. Pour les aider, il faut leur présenter nos plats. Ça, c'est à court terme. À long terme, nous souhaiterions qu'un de nos plats, et pourquoi pas plusieurs de nos plats, soient inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Avec le thème « La place de la gastronomie dans le développement du tourisme », cette première édition de la fête de la cuisine guinéenne remet en première ligne les produits du terroir qui donnent aux mets guinéens une saveur si particulière. Je mélange le kiri avec un peu d'eau et du lait et je mets dans ma machine pour produire la glace. On a l'habitude d'utiliser les produits des autres pays, mais donner de la valeur à nos produits locaux, c'est une première fois. Bien boire et bien manger, des questions de santé publique et même de souveraineté. Un outil diplomatique et un facteur de développement économique par le biais de la promotion de l'agriculture, un secteur névralgique qui nourrit des milliards de familles à travers le monde. Merci Fodé Camara pour ce reportage. Disons en sport que la Coupe du monde des clubs FIFA se déroule actuellement au Maroc avec les champions des différentes confédérations de football depuis le 1er février et ce jusqu'au 11. Parallèlement à cette compétition, le royaume chérifien est l'un des candidats pour l'organisation de la CAN 2025. Le pays des Lions de l'Atlas est bien doté d'infrastructures de qualité comme le complexe sportif Mohamed VI, des infrastructures sportives visitées par notre reporter Abdoulaye Diallo. Inauguré en 2019, le complexe sportif Mohamed VI est à 20 minutes de la capitale Rabat. Il dispose de 7 terrains de football, dont 4 en gazon naturel et 3 en gazon synthétique, ainsi que de 4 résidences pour les sélections nationales de toutes catégories confondues. Son centre médical est doté de personnel qualifié et d'équipements de dernière génération, sans oublier des salles de musculation. Bâti sur une superficie de près de 30 hectares, son coût de réalisation est estimé à 61 millions de dollars.
soit 630 millions de dirhams. Comme le dit souvent le président Fouzi Larja, la réussite du football africain ne peut pas être individuelle, elle ne sera que collective. Et donc ce centre, il est systématiquement mis, il a été dans le passé, il est dans le présent, il le sera dans le futur, à disposition des équipes nationales africaines qui souhaitent venir se concentrer ici au Maroc. Souvent nous avons des équipes africaines qui n'ont pas reçu d'homologation de la CAF pour pouvoir jouer dans leur stade. Donc on les reçoit ici au Maroc pour jouer et on est toujours très heureux qu'ils puissent venir s'entraîner dans ce complexe pour profiter des dernières innovations technologiques et être dans des conditions plus que favorables. Le complexe Mohamed VI constitue pour le football marocain un vivier pour l'accomplissement d'un savoir-faire au profit de la jeunesse. On a beaucoup axé sur les centres de formation de jeunes, sur la formation des cadres, la formation de nos arbitres. Nous avons été le premier pays africain à avoir la VAR. Et cette demi-finale de Coupe du Monde que vous avez pu suivre au Qatar, c'est une sorte de couronnement pour le football marocain. Cette année 2022, nous sommes allés en demi-finale de Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier que notre équipe féminine est allée en finale de la Coupe d'Afrique féminine des Nations, ce qui est une première historique pour nous les Marocains. Au moment où se déroule ici au Maroc la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, tout le pays retient son souffle et attend le verdict de la CAF pour le choix du pays hôte de la CAN 2025. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir pour moi de vous servir pendant ce week-end au compte de la grande édition. Je vous quitte avec l'espoir de vous revenir bientôt avec le même plaisir. Bonsoir et prenez soin de vous car chaque jour est une vie.